Tous les ans, c'est le même cinéma. Chaque fois à la mi-décembre, juste après mon anniversaire, je reçois un coup de fil de ma maman qui me demande « Mais Fabrizio, quel vin est-ce qu'on va pouvoir servir au repas de Noël ?» Cette question me fait toujours un peu sourire parce que pour être franc, ma mère n'est pas la seule à me la poser. Et j'ai dû lui expliquer, ainsi qu'à d'autres, plus d'une centaine de fois les critères qui font qu'une sélection de vins est réussie. Avec le temps, j'ai développé une sorte de checklist mentale qui me vient automatiquement lorsqu'on me pose une question sur le sujet. Parce qu'en effet, il existe des règles qui vous permettent toujours de faire des bons choix lors de vos sélections. Alors, peut-être qu'il vous arrive de vous demander quel vin servir lors d'un repas ou lors d'une sélection. Eh bien, ne bougez plus parce que cette vidéo est faite pour vous. Dans un instant, je vais vous livrer mes meilleurs conseils à ce sujet. Et comme la période s'y prête, je terminerai par vous livrer une sélection précise des vins que vous pourrez servir lors de votre repas de Noël. Bon, et je termine cette courte introduction par vous signaler que l'ensemble des éléments que nous voyons dans cette vidéo se trouvent sous format papier dans mon livre. Permettez-moi cette page de publicité qui s'intitule « Mon cours d'accord mets et vin en 10 semaines chrono » paru aux éditions magnifiques Duno. Ce repas de Noël qui est le moment de l'année, peut-être le plus essentiel, où on se dit qu'on voudrait quand même en savoir un peu plus à propos des vins, des mets et des accords mets et vins. Que ce soit pour offrir une bouteille ou pour accorder les mets que vous avez préparés, si on n'a pas quelques connaissances, on a vite fait de paniquer lorsqu'il faut sélectionner les bouteilles et les flacons. Parce qu'il faut bien l'avouer, personne n'a envie de se retrouver dans la situation gênante où tous les invités tirent un peu la tête, tirent la gueule même, lorsqu'ils dégustent les vins que vous avez choisis. D'autant qu'un mauvais choix peut saccager le travail patient et méticuleux fait en cuisine et venir ruiner, saccager la magie du repas de Noël. Au contraire, lorsqu'on est en mesure de poser un bon choix, eh bien en fait, ce qui était d'un côté un calvaire se transforme de l'autre en une véritable partie de plaisir et la magie opère. Imaginez un instant ce que vous ressentiriez si vous étiez capable de réaliser la sélection des vins parfaite pour vos invités. Quelles seraient vos sensations lorsque vous verriez vos amis, vos convives se délecter après chaque gorgée de vin? À quel point apprécieriez-vous la gratification de pouvoir expliquer à votre assemblée la magie des accords vins et mets qui sous-tendent votre repas? Pour ma part, je trouve cette sensation extrêmement jouissive et si vous appliquez scrupuleusement les conseils qui se trouvent dans les vidéos de cette chaîne, eh bien vous devrez pouvoir les ressentir très bientôt, vous également. Si vous me suivez régulièrement, vous devriez le savoir, je suis tout à fait opposé de cette image qui ressort quand même souvent du milieu du vin, à savoir un milieu où les secrets, les connaissances sont réservés à des seuls initiés ou aux professionnels. À mon sens, j'en ai fait l'expérience en formant chaque année des dégustateurs, des étudiants, des amateurs à l'école d'énologie Interwine & Die. Tout le monde peut devenir un bon dégustateur. Les connaissances pour devenir un bon dégustateur se trouvent en vous. Le tout, c'est d'avoir un truc, un guide, une personne qui peut vous aider à les magnifier. Mais vous avez la capacité de devenir un bon dégustateur. Cela demande un peu d'implication, mais si vous êtes là en train de suivre cette vidéo, c'est que vous en avez envie et que vous souhaitez progresser dans la voie de votre propre talent de la dégustation. Je dirais même plus, comme disent les deux Dupont dans Tintin, lorsque vous aurez terminé cette vidéo, eh bien vous aurez une idée beaucoup plus claire de la structure que doit suivre l'ordre des vins dans une dégustation. Alors ne tardons plus et commençons tout de suite avec les règles de base qui doivent présider à toute sélection de vin. Les conseils que je vais vous donner constituent en quelque sorte la structure à suivre lors d'un repas ou d'une dégustation, structure qui est unique et universelle. Pour tout ce qui est du détail des accords mets et vins, il est relativement impossible de tout mettre dans une vidéo. Une vidéo serait bien sûr beaucoup trop longue, donc je vous renvoie à la formule papier qui est ce magnifique ouvrage, Mon cours d'accords mets et vins en 10 semaines chrono, paru aux grandioses éditions Duno. Ceci étant dit, entrons dans le vif du sujet. Je vais vous donner maintenant 3 règles qui sont des règles de base pour réaliser une sélection mets et vins réussie. Alors la première règle est toute simple. Il s'agit de trouver votre lièvre. Et qu'est-ce que j'appelle le lièvre, mais surtout, quel est son rôle? Je vais vous poser une question pour vous faire deviner la suite. Si je vous dis tequila frappé, qu'est-ce que ça vous inspire? Les éthanologues les plus sérieux, et j'en suis, ont en tête la sensation vivifiante de la rondelle de citron lorsqu'elle passe dans la cavité buccale à la fin du rituel. La sensation fondamentale est l'aspect vivifiant
de la rondelle de citron. C'est en fait l'acidité de celle-ci qui vient réveiller les papilles et créer l'effet waouh à la fin de la tequila frappée. Cette stimulation par l'acidité va mettre au top les papilles gustatives qui vont à ce moment-là être en mesure d'apprécier de manière optimale tous les vins qui vont suivre. Car en effet, la sensation d'acidité est une sensation qu'on appelle une sensation dure et c'est en fait une sensation qui permet à vos papilles gustatives d'être, si vous voulez, quelque part ouvertes pour l'appréciation des différentes saveurs, que ce soit des vins ou des mets qui vont suivre. Donc concrètement, lorsqu'on parle du lièvre lors du repas, pour terminer la métaphore, on ne parle pas du lapin de Garenne, mais on parle d'un vin qui présente une très belle acidité. J'en profite pour vous rappeler rapidement qu'on a tourné une vidéo qui vous permet de connaître l'acidité d'un vin presque sans ouvrir la bouteille. Et cette vidéo, vous la trouvez en suivant le lien qui s'affiche ici au niveau de l'écran. Mais revenons à notre lapin, à notre lièvre. Vous pensez sans doute que les vins qui possèdent le plus d'acidité sont les vins blancs. Eh bien, vous avez raison, car ce sont les vins blancs qui possèdent la plus grande acidité. Donc, on va devoir commencer le repas par un vin blanc. Parce qu'en effet, le gaz carbonique qui est contenu dans les créments et champagnes vient en fait renforcer la sensation acide. Il vient stimuler mécaniquement les papilles gustatives. Et donc, vous aurez l'impression que le vin est plus acide lorsqu'il possède du gaz carbonique. Donc les champagnes et créments sont aussi des excellents vins lièvres, entre guillemets, d'ouverture pour le repas. Alors petite précision, si vous optez pour cette seconde option, celle des vins effervescents, il vous faudra bien faire attention à choisir des cuvées brutes ou extra brutes. Sinon, vous aurez un vin qui possède beaucoup de sucre résiduel et vous aurez en fait quelque part l'effet inverse à celui recherché. Car en effet, le sucre, comme le taux d'alcool élevé d'ailleurs, ont tendance à fatiguer les papilles en ouverture du repas et donc parfois ils peuvent avoir l'effet inverse à celui recherché. Avis aux amateurs qui aiment siroter un bon whisky avant l'ouverture d'un repas, c'est quelque chose qui est extrêmement noble et sympathique, mais peut-être éviter de faire cette chose avant le repas de Noël. Donc pour résumer, notre première règle, on ouvre le repas avec un vin lièvre. Ce vin lièvre sert à vous mettre en condition pour la suite des vins et des mets qui seront servis. On privilégie les vins blancs, les vins effervescents et les vins avec une belle acidité. On oublie les vins liquoreux ou avec des taux de sucre résiduels trop importants et on oublie également les vins avec un taux d'alcool trop important, voire les eaux de vie. Voyons maintenant la seconde règle. Si vous avez déjà participé à une dégustation avec un professionnel, vous devriez la connaître. Il y a en vérité un certain ordre à respecter dans le service de vos vins. Cet ordre est le suivant. On va toujours préférer commencer par les vins effervescents, puis les vins blancs. Ensuite les vins rouges, du plus léger au plus tannique, et enfin les vins liquoreux. Et pourquoi, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce qu'en fait, on va aller des vins, si vous voulez, les moins complexes aux vins les plus complexes. Si vous me permettez l'expression, rappelez-vous l'une ou l'autre vidéo que nous avons tournée ensemble. Les vins blancs sont composés de deux parties, si vous voulez, une partie acide et une partie alcool. Les vins rouges sont constitués de trois parties, la partie acide, la partie alcool et la partie tanin. Et bien sûr, les vins liquoreux, il y a une partie acide, une partie alcool et une partie sucre. Pour le déroulement d'un repas, on fonctionne donc de la manière suivante. Les vins blancs sont réservés aux entrées et aux plats de poisson. Les vins rouges sont réservés aux plats, bien sûr, et aux plats de viande notamment. À cela, vous pouvez rajouter les vins effervescents pour l'apéritif et les vins doux ou les vins liquoreux pour le dessert. Alors vous êtes peut-être en train de remarquer que la fameuse première règle, celle de notre vin lièvre, s'applique aux autres vins dans la continuité du repas. En effet, les vins effervescents sont les vins qui sont perçus de manière la plus acide grâce au CO2 qu'ils contiennent, puis viennent les vins blancs. Ensuite viennent les vins rouges qui possèdent un pH plus élevé, qui sont donc en fait moins acides que les vins blancs. Et enfin, on termine par les vins liquoreux qui sont perçus d'une manière moins acide que les précédents à cause de la compensation due au sucre résiduel qu'ils contiennent. Nous avons donc une gradation dans le décrescendo d'acidité, chaque vin étant plus acide que le suivant ou à l'inverse, chaque vin étant moins acide que le précédent, ce qui nous permet, ipso facto, si vous voulez, d'introduire la troisième règle que nous allons voir dans un instant. Voici donc la troisième règle. Tout en allant décrescendo sur l'acidité, il faut aller crescendo sur deux autres caractéristiques des vins, qui sont l'intensité et la persistance.
La première caractéristique sur laquelle il faut aller crescendo, c'est l'intensité. L'intensité, c'est la puissance, l'explosivité du vin en bouche. Il faut donc que chaque vin soit un peu moins intense que le suivant, ou si vous voulez, que chaque vin soit un peu plus intense que le précédent. La seconde caractéristique sur laquelle il ne faut pas se planter, c'est la persistance. Par persistance, on indique la persistance aromatique intense. Il faut donc que chaque vin soit un peu plus court que le suivant, ou si vous voulez, que le vin suivant soit un peu plus long que le précédent. La persistance aromatique intense, c'est donc concrètement la durée pendant laquelle le vin reste à un certain niveau d'intensité, après qu'il ait été avalé ou recraché, bien entendu. Donc quand vous n'avez plus le vin en bouche, mais vous avez encore la sensation du vin en bouche, plus ce moment va être long et plus le vin est persistant. Pour vous donner un ordre d'idée, un vin qui reste dans la cavité buccale pendant 2 à 3 secondes est un vin de très petite facture, d'une qualité extrêmement faible. Alors qu'un vin qui reste dans la cavité buccale, attention, toujours après l'avoir avalé ou craché, donc vous n'avez plus le liquide en bouche, la sensation qui reste en bouche. Mais donc un vin qui conserve cette sensation pendant plus de 12 secondes est un vin exceptionnel. Nous n'avons malheureusement pas le temps de rentrer plus dans le détail sur ces deux éléments qui sont l'intensité et la persistance aromatique intense. Sachez simplement que ces éléments constituent la base d'une vidéo complète dans la formation gratuite Interwine & Dine qui synthétise les éléments de base pour la dégustation et qui vous permet de devenir un excellent dégustateur et qui est disponible en téléchargement dans la description ci-dessous. Si vous ne l'avez pas encore fait, appuyez sur pause maintenant, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo et vous pourrez ainsi recevoir la formation gratuite Interwine & Dine en vidéo et devenir un expert en vin et briller de 1000 feux lors du repas de Noël. Ceci étant dit, revenons à nos moutons, si l'on peut dire. Nous souhaitons maintenant comprendre pourquoi est-ce qu'il faut proposer au fur et à mesure de la dégustation des vins qui vont dans un crescendo cette fois-ci et d'intensité et de persistance aromatique intense. La réponse est assez simple et je vais prendre un exemple que je ne pratique absolument pas. Mais je vais prendre l'exemple d'un sportif qui soulève des poids. Au début de sa séance d'entraînement, il va échauffer les muscles avec des poids de faible intensité. À la fin de sa séance d'entraînement, il pourra soulever des poids d'intensité, si vous voulez, ou de masse bien plus importante. Et que se passe-t-il si à un moment donné, il redescend une charge inférieure? Cette charge, qui lui semblait très importante quelques instants auparavant, lui semble tout à coup très légère. Pour le vin, c'est exactement la même chose. Si vous avez un vin qui a une bonne persistance et une bonne intensité, mais que vous le dégustez après un vin qui est très persistant et qui est très intense, eh bien vous aurez l'impression que votre vin, en fait, il est très peu persistant et très peu intense. Il va vous sembler un vin de faible catégorie, de faible classe. Parce que vous l'avez quelque part analysé en comparaison avec un vin très puissant, très persistant. Il est en vérité juste en train de souffrir une forme de comparaison sensorielle et sa qualité, non pas intrinsèque, mais sa qualité perçue en souffrira. Alors mon conseil sera le suivant. À l'instar d'un sportif, vous partez du vin le moins intense et le moins persistant et vous augmentez au fur et à mesure du service des vins ces deux caractéristiques. De telle manière que chaque vin dégusté est toujours un peu plus intense et plus persistant que le précédent. Alors vous allez me dire, oui mais Fabrizio, tout ça est bien joli, mais comment fais-je pour savoir quel est le vin le plus intense et le plus persistant? Parce que ces informations, jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas indiquées sur les étiquettes des bouteilles. C'est tout à fait juste. Par contre, les informations que l'on peut trouver grâce à l'étiquette sont bien sûr les informations sur la région de production, sur l'appellation, sur les cépages utilisés et bien entendu sur le prix de la bouteille. Nous allons nous focaliser quant à nous sur deux informations, à savoir la région de production, éventuellement l'appellation et surtout les cépages utilisés. Je vous rappelle que les cépages sont les types de raisins ou les types de vignes, si vous voulez, qui ont été utilisés pour fabriquer le vin que vous dégustez. Commençons par les cépages. Chaque type de raisin possède ses caractéristiques propres qui vont influencer sur les caractéristiques organoleptiques du vin. Ainsi, par exemple, un Sauvignon blanc va plutôt produire des vins qui sont sur la fraîcheur et la légèreté, alors qu'un Chardonnay va donner des vins un peu plus corpulents, un peu plus gras et un peu plus puissants. Pour clarifier les idées, je vais vous citer quelques cépages blancs
dans une forme, si vous voulez, de gradation. Alors, c'est bien sûr des histoires très très générales, je suis presque mal à l'aise de vous le dire, mais voilà, au moins ça vous donne une idée. Quand vous êtes au rayon vin du supermarché, vous ne savez absolument pas par quel bout prendre la chose. Donc, les cépages blancs qui vont bien convenir aux apéritifs, aux entrées, sont les suivants. Uni blanc, muscadet, sauvignon. Ensuite, nous avons le chardonnay, qui peut aller tant sur les entrées que sur les plats. Et puis, on termine par les cépages blancs plus intenses, qui sont les suivants. Gewürztraminer, Roussanne, Marsanne, Rolle et Sémillon. Pour les cépages rouges, les cépages qui conviennent bien aux entrées, éventuellement aux plats, sont les gamay et les pinots noirs. Puis, nous avons bien entendu le merlot. Ensuite, nous avons le cabernet sauvignon, cabernet franc. Nous avons la syrah, nous avons le grenache, nous avons le malbec et enfin le mourvèdre. Maintenant que nous avons une idée relativement claire ou la plus claire possible des cépages qu'il faut utiliser au début et en fin de repas, attardons-nous un peu sur la géographie qui était le deuxième critère que nous avions évoqué. Comme nous l'avons vu sur la vidéo sur les vins de Sancerre, plus les vins se trouvent dans les régions du nord et plus ils seront frais et acides, et plus les vins se trouvent dans les régions du sud et plus ils seront chaleureux et puissants. La raison est relativement simple, c'est bien entendu le soleil et en partie le matériel végétal qui est utilisé. Le soleil va permettre un meilleur mûrissement des grains de raisin, donc des meilleurs taux de sucre, et qui dit meilleurs taux de sucre dit plus de sucre, donc plus de matière première qui peut être transformée en alcool par les levures. Et donc vous vous retrouvez avec des vins plus alcooleux et donc plus intenses, plus puissants lorsque vous êtes dans une région du sud que lorsque vous êtes dans une région du nord. Ce qui veut dire, en pratique, ou par effet retour, si vous voulez, qu'il vaudra mieux commencer par les vins du Nord, plus acides et moins alcooleux, et ensuite terminer par les vins du Sud, moins acides et plus chargés en alcool. Comme la nature est bien faite, Yvette, eh bien, les cépages que nous avons cités comme étant ceux qui devraient venir en début de repas sont bien entendu plutôt des cépages septentrionaux. Et ceux que nous avons cités comme étant des cépages qui viendraient plutôt en fin de repas sont justement plutôt des cépages méridionaux. Par exemple, le gamay et le pinot noir sont des cépages plutôt avec une belle acidité, alors que le grenache, la syrah, le mourvèdre sont plutôt des cépages avec des beaux taux d'alcool. Pour ce qui est de la persistance, l'histoire se corse en Corse. Mais si vous avez suivi la formation gratuite IWD, eh bien vous savez qu'elle est directement liée à la qualité du vin. Or, cette histoire de persistance, ce n'est pas une chose qu'on peut, entre guillemets, prévoir sans avoir ouvert la bouteille. Bon, bien entendu, si vous achetez un vin qui coûte 55 €, vous vous doutez que ce vin sera persistant. Sinon, c'est que vous avez été trompé sur la marchandise et il faut vraiment crier au scandale. Mais donc, vous êtes à un moment donné, quelque part, on a beau faire, on a beau dire, vous êtes à un moment donné obligé d'essayer de déguster le vin afin de mesurer vous-même la persistance aromatique intense et de pouvoir classer les vins dans l'ordre, dans le bon ordre en fonction de votre repas. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe deux informations directement accessibles au niveau de l'achat et qui peuvent vous aider afin de déterminer la persistance. La première, c'est l'appellation. Alors bien sûr, il s'agit d'une idée relativement générale, mais avoir une bonne culture du vignoble, une bonne connaissance des appellations et de leur niveau, si vous voulez, de gradation, ou certains disent de leur niveau de prestige, permet d'avoir, dans les grandes lignes toujours, une certaine idée sur la persistance du vin que vous allez trouver. Ce n'est pas infaillible parce qu'il existe un grand nombre de vins qui n'ont pas d'appellation, qui sont produits par des vignerons passionnés et qui seront plus persistants que des équivalents, c'est-à-dire des vins avec appellation et produits par des domaines moins scrupuleux. Mais cela permet d'avoir une idée générale du classement de la persistance de vos vins. La seconde a l'air d'être tellement évidente qu'on n'en parle jamais. Il y a aussi une forme de fausse pudeur dans le milieu du vin. Mais je vous le dis sans embâche, il s'agit du prix. Clairement, plus votre bouteille est chère, comme je vous le disais tout à l'heure, et plus vous devriez trouver un vin persistant. Si ce n'est pas le cas, honnêtement, il faut crier au scandale. La morale de la morale, c'est que pour avoir une gradation des vins des moins intenses et moins persistants aux plus intenses et plus persistants, vous devez, autant que faire se peut, aller plutôt du nord vers le sud, et puis monter en gamme, en intensité et en persistance, soit au niveau des appellations, soit au niveau du prix des vins. En résumé de cette partie, pour permettre à chacun de vos vins de s'exprimer pleinement, de ne pas être masqué ou affaibli par le vin qui précède, il faut respecter les 3 règles suivantes. Premièrement, trouver son lièvre.
c'est-à-dire trouver un vin avec une très très belle acidité qui vient stimuler les papilles, réveiller les papilles et mettre les convives en mesure d'apprécier la suite du repas. Ensuite, respecter l'ordre des typologies et des couleurs, à savoir, pour rappel, vin effervescent, vin blanc, vin rouge moins tannique, puis vin rouge plus tannique, et enfin vin liquoreux en évitant autant que faire se peut les allers-retours. Troisièmement, faire en sorte que chaque vin servi soit plus intense et plus persistant que le précédent, afin d'éviter que le vin qui est servi ne semble justement trop faible par rapport au précédent. Si vous suivez ces 3 règles simples, vous serez assuré de la plus belle gradation possible des vins lors du service. Si vous êtes toujours là, on peut enfin passer aux choses sérieuses. Quels sont les vins à servir lors du repas de Noël? Comme nous l'avons vu, il est intéressant de débuter le repas par un vin blanc. Il peut aussi être intéressant de débuter par un vin effervescent qui vient réveiller les papilles et mettre les convives en place pour apprécier la suite du repas. Pour débuter le repas, je vous propose d'ouvrir une bouteille de champagne. Nous la choisirons dans une typologie brute ou extra brute afin de ne pas avoir trop de sucre, de conserver une très très belle acidité et de permettre aux convives de découvrir en fait ce vin qui sera notre vin lièvre au cours de notre repas. Si vous souhaitez faire une sélection à plus petit budget, vous pouvez opter pour un crément. Prenez un crément de nouveau en typologie brute ou extra brute, par exemple un crément de Savoie ou encore un crément de Loire, et vous essayerez de conserver une très très belle acidité. L'objectif de ce premier vin, c'est toujours d'avoir un vin lièvre, un vin avec une belle acidité. Ensuite viennent les entrées. Si on commence par exemple par des coquilles Saint-Jacques qui sont des mets extrêmement délicats et qui terminent par une belle amertume, je vous suggère d'aller sur un chardonnay de Bourgogne, un Beaune ou un Meursault. Ce chardonnay, vieilli en fût de chêne, va aussi conserver une petite pointe d'amertume, l'amertume qui provient des tanins du bois. Et vous aurez donc un accord ton sur ton avec l'amertume de la coquille Saint-Jacques et l'amertume du vin. Si vous souhaitez une proposition moins chère, on peut aller sur un chardonnay du Beaujolais. Vérifiez toujours que ce soit un chardonnay boisé, toujours pour aller sur un accord ton sur ton avec l'amertume, si vous voulez, du boisé versus l'amertume des coquilles Saint-Jacques. Pour le plat principal, nous allons aller sur le classique, la fameuse dinde de Noël. Si par ailleurs vous êtes plutôt chapon ou une autre gallinacée, eh bien pas de panique, le vin que je vais vous proposer conviendra également. En guise d'incise, j'aime toujours dire aux gens qui conservent des bonnes bouteilles et qui se demandent toujours quel est le bon moment pour les boire, eh bien le bon moment, vous savez quoi? C'est maintenant. Pourquoi? Parce que si vous continuez à attendre, le vin risque d'être passé. Et quand vous aurez bu du vin passé, ce sera juste pas bon, vous serez tellement déçu d'avoir attendu très longtemps pour ne finalement pas avoir un bon vin. Si je vous parle de cela, c'est parce que c'est exactement le conseil que je vais vous donner par rapport à la bouteille de vin que vous allez ouvrir pour votre dinde ou votre chapon. Vous avez éventuellement une bouteille de rouge, une bouteille de vin rouge que vous conservez depuis quelque temps en cave. C'est le moment de l'ouvrir. On y va, pas de quartier, c'est Noël. En vérité, il y a aussi une raison sensorielle ou une raison plus fondamentale, c'est qu'un vieux vin au tanin fondu, c'est-à-dire au tanin moins présent, va s'accorder magnifiquement bien avec le chapon ou la dinde de Noël. Pourquoi, me direz-vous? Mais simplement parce que vous avez là une chair qui est cuite à fond, entre guillemets, qui est même de temps en temps et souvent relativement sèche. La dinde de Noël est une chair qui est assez sèche, qui n'est pas extrêmement juteuse, et donc elle nécessite un vin rouge qui ne soit pas un vin rouge trop tannique, pour ne pas avoir les tanins qui viennent assécher la bouche en même temps que la viande blanche ici, viennent assécher la bouche. Donc on va aller chercher un vin rouge peu tannique pour s'accorder avec notre dinde de Noël. Concrètement, je vous propose un vin de Bordeaux, par exemple un Saint-Julien, c'est mon appellation préférée de 2010. Les années qui ont passé devraient vous permettre d'avoir un vin au tanin bien fondu qui se mariera bien avec votre dinde de Noël. Passons maintenant au plateau de fromage. Ici, c'est l'exception qui confirme la règle parce que le plateau de fromage, c'est toujours une catastrophe de le servir avec un vin rouge. Alors, il y a 2 règles. La première règle, c'est que votre grand vin, le vin rouge exceptionnel, vous ne le sortez pas, surtout pas avec le plateau de fromage. Si vous faites ça, vous êtes déjà quelque part à moitié sauvé. Par ailleurs, ici, la règle, deuxième, voudrait qu'on serve une bouteille de vin blanc avec le plateau de fromage. Et donc, c'est le seul moment, entre guillemets, où vous feriez un aller-retour blanc sur rouge. Pour faire les choses simplement, nous allons utiliser le même vin blanc que pour l'entrée. Il ne faut pas aller chercher midi à 14 h. En vérité, le fromage est du lait caillé. Le lait caillé est aussi un mets qui assèche
la cavité buccale, vous avez une production de salive relativement importante et donc on va surtout éviter, surtout mettre de côté les tanins d'un vin rouge qui viendraient également assécher la cavité buccale. Au contraire, l'acidité d'un vin blanc vient extrêmement bien contrebalancer le gras du fromage. Donc plateau de fromage et vin blanc, mariage de perfection. La fameuse bûche de Noël à la glace ira très très bien avec un vin liquoreux. Pourquoi? Parce que la glace, c'est extrêmement difficile à marier, surtout les glaces aux fruits, il y a une belle acidité. Et puis vous allez récupérer là justement en contrepoint avec quelque chose d'un peu plus sucré et le vin liquoreux. Et enfin, bien sûr, un repas de Noël ne serait pas un repas de Noël s'il ne se terminait pas par la massacre physique et psychique des convives. Donc vous sortez l'eau de vie de derrière les fagots que vous avez conservés et vous mettez brutalement la bouteille sur la table pour achever tout à fait vos invités. Et donc on termine par quelque chose qui contient un taux d'éthanol d'au moins 40%. Voilà. Nous en avons terminé avec cette vidéo sur les vins et le repas de Noël et sur l'ordre de service des vins. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous voulez aller plus loin dans votre apprentissage de la dégustation, n'hésitez pas à demander l'accès à notre formation gratuite IWD sur l'art de la dégustation qui vous permettra de connaître l'ensemble des éléments pour apprécier la dégustation de l'ensemble des vins sur la planète. Si vous appréciez le contenu qui vous est proposé, la plus belle manière de me récompenser, c'est bien sûr de partager la vidéo, ce qui permet de nous faire connaître un tout petit peu et éventuellement de mettre un commentaire d'encouragement. Ils sont toujours lus avec énormément de plaisir et ça me motive à continuer. Et enfin, je m'en voudrais de ne pas vous le resignaler, mais si vous souhaitez tout savoir sur les accords mets et vins, eh bien, vous pouvez vous procurer ce magnifique ouvrage, mon cours d'accords mets et vins en 10 semaines top chrono, qui vous livre toutes les clés pour réaliser tous les accords possibles entre les mets et les vins. Et n'oubliez pas, en cette matière plus que dans d'autres, il n'y a qu'une solution, c'est la dégustation.